Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Fou Allié. Je vous remercie de me retrouver chez moi et chez vous. Je voudrais vous parler de trois petites choses aujourd'hui, ça va être très bref. La première des choses, ça va être à propos du philosophe André Comte-Sponville, c'est un philosophe de gauche. Très souvent, je dis qu'on va avoir besoin d'un petit peu de soutien pour faire passer nos idées antisexistes, et on va avoir besoin de soutien principalement de figures d'autorité. Les figures d'autorité, c'est quoi? C'est moi sur le Fou Allié, même si 3000 abonnés, ça n'est pas énorme. C'est les personnalités médiatiques, ce sont les personnalités du monde du sport, etc. On va avoir besoin de ces gens-là, et ça va être un petit peu le fil rouge d'ailleurs de cette vidéo, pour nous aider à lutter contre le sexisme. Et du coup, là, on a un philosophe qui est clairement de gauche, qui a l'air plutôt au fait des rapports de domination entre les hommes et les femmes, qui prend la parole sur la paternité et la maternité, et vous allez voir, c'est pas triste. On va parler ensuite de ChatGPT et de l'implication que ça pourrait avoir sur le militantisme à court et à moyen terme. On va voir si, de mon point de vue en tous les cas, ça pourrait avoir un impact positif, négatif ou pas spécialement d'impact. Et puis on fera un tout petit courrier, un tout petit courrier du cœur. J'ai 5 commentaires à vous lire, je veux absolument y réagir parce qu'il y a des choses à en dire. Allez, on commence. Alors, qui c'est monsieur André Comte-Sponville? C'est lui. C'est un homme qui est né en 1952, qui a été marqué par les événements de mai 68, qui est un ancien catholique qui est devenu athée, qui s'est engagé ensuite toute sa vie jusqu'à aujourd'hui, il est toujours vivant pour le communisme. Donc voilà, une personne plutôt à gauche, a été rendu connu en France par la publication d'un ouvrage qui s'appelle Le Petit Traité des Grandes Vertus, vendu à 300 000 exemplaires quand même, sachant que moi, mon ouvrage le plus vendu, je l'ai vendu à 2008. J'avoue que je suis un petit peu jaloux. C'est une personne qui a énormément participé à la vie médiatique française, comme vous allez pouvoir le constater juste ici, puisqu'on nous dit qu'il a énormément écrit dans la presse grand public. Il a écrit pour Le Monde, pour Libération, Le Nouvel Observateur, L'Événement du Jeudi, L'Express, Psychologie Magazine, Le Monde des Religions, Challenge. Il a dirigé 3 revues internationales de philosophie. Il a énormément participé à des plateaux télé avec Michel Polac, Bernard Pivot, Guillaume Durand, Frédéric Fernet, François Bunel, Christine Ockrent, Patrick Poivre d'Arvor, Serge Moati, Catherine Sellac et Frédéric Tadei. Une personne, donc vous voyez, sur le premier plan, une vraie figure d'autorité. On nous dit ici que c'est un philosophe matérialiste, rationaliste et humaniste. Donc on se dit que une personne qui est autant au fait des rapports de domination de gauche, qui est aussi souvent intervenu, qui a beaucoup écrit, il est plutôt irréprochable. Et pourtant, en fait, sur Twitter, il y a l'un d'entre vous ici, Teaserhands, qui me suit depuis un petit moment, on a des échanges assez courtois et agréables, qui me dit, je ne sais pas si ça mérite une réaction, mais c'est un type qui est apparemment connu, qui passe dans plusieurs émissions télé, et il m'envoie un lien ici sur lequel je vais recliquer pour qu'on arrive au tout début. C'est... Voilà. Un petit extrait d'une émission sur les bâtisseurs, sur YouTube. Et donc, voilà ce que ce monsieur nous dit, voilà ce qu'André Comte-Sponville nous dit. Le problème de nos jeunes garçons, c'est que leurs pères sont devenus tellement sympathiques, tellement adorables, tellement tendres, tellement aimants. Tellement aimant. Donc là, début de critique, c'est qu'il y a un problème. Le problème des garçons, c'est que les pères sont devenus cool, sont devenus aimants. Je suis obligé de vous demander de me croire sur parole, mais vous allez tout de suite voir, quand on va le laisser dérouler sa pensée, entre guillemets, que malheureusement je n'exagère absolument pas. Vous allez tout de suite voir que là c'est une critique des pères dits gentils, une vraie critique de la néopaternité. Donc là moi j'ai quand même 5 petits conseils de lecture si jamais vous partagez ces propos sur les pères qui manqueraient d'autorité, etc. Je vous recommande Les violences conjugales de Liliane Daligan, ça se lit très vite, c'est très intéressant et ça vous explique le problème de la masculinité toxique et les conséquences que ça a dans les couples en termes de violence et sur l'éducation des enfants. Les violences contre les femmes de Maryse Jaspar aussi, c'est assez facile à lire, c'est un petit peu plus universitaire, c'est très intéressant. Et pareil, là ça nous rappelle toutes les problématiques qu'on peut avoir vis-à-vis de la construction des pères tels qu'ils existent aujourd'hui. Les violences conjugales de Pauline Delage, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, qu'il faut absolument lire et comprendre. Tout ça, en fait, ça coupe l'herbe sous le pied de ces soi-disant pères trop gentils qui seraient un problème pour les enfants. Au contraire, ces ouvrages démontrent parfaitement bien à quel point la construction hyper sexiste, hyper machiste, avec de la masculinité toxique des pères tels qu'on les a construits jusque-là, est toxique pour l'institution de la famille, pour la sécurité des femmes, pour la sécurité des enfants, etc. Le genre du capital, évidemment, je vous l'ai déjà cité, de Céline Bessière et de Sybille Golac, qui explique comment, en fait, la construction, encore une fois, de la société produit des pères qui vont essayer de récupérer tout le capital de la famille, au détriment, bien sûr, des femmes et également de leurs propres enfants. Et puis, les violences conjugales,
un ouvrage écrit sous la direction de Karen Sadlier, Un défi pour la parentalité, qui explique en fait à quel point les violences conjugales influent incroyablement négativement sur l'enfant. Donc autant vous dire que les propos d'un philosophe qui n'a probablement jamais lu un seul de ces ouvrages-là, ça ne nous intéresse qu'à moitié, mais voilà ce qu'il a à nous dire. Donc voilà, c'est le problème. Les jeunes enfants, ils ont des pères tellement aimants, mais c'est quoi le problème avec ça, mon cher André? Tellement cool, comme disent les jeunes, Non, alors les jeunes, ils disent plus cool, mais c'est pas grave. qu'au fond, le malheureux jeune garçon, il a 2 mamans. Voilà, donc on appréciera l'homophobie. Donc le jeune garçon, il a 2 mamans, puisque les parents sont devenus cool, puisqu'on est dans une époque postmoderne où où les mots veulent dire absolument tout et leur contraire. Et aujourd'hui, un père cool et aimant, c'est exactement la même chose qu'une maman, d'après ce monsieur. On appréciera les propos sexistes et homophobes. Il a maman et papa, puisque papa est devenu aussi tendre, aussi aimant, aussi cool, aussi peu autoritaire que maman. Donc voilà, donc en fait, un père qui n'est pas autoritaire, c'est une mère. Alors on appréciera quand même ces propos extrêmement misogynes qui laissent sous-entendre que les mères ne feraient pas preuve d'autorité. Alors là, c'est quand même le meilleur, quoi. Ça sous-entend quoi? En fait, l'autorité, dans sa bouche, vous allez le voir, il va en parler après, c'est la transmission de la loi, c'est la transmission des règles, et sous-entendre que les mères ne transmettent pas de règles à leurs enfants, moi, ça me paraît complètement démentiel. Voilà. Ça, c'est pas un truc des années 80, hein, d'accord? C'est une interview vous voyez, 29 décembre 2022, qui a même pas un mois, hein. Écoutez, permettez au fils aimant que je fus et que je demeure en quelque chose, de vous dire que 2 mères dans une vie d'homme, c'est une de trop. Alors on appréciera la lesbophobie, hein, et les couples... Alors déjà les couples monoparentaux constitués simplement d'une mère, parce que c'est quand même la norme, hein, que dans les couples monoparentaux ce soit la mère qui s'occupe de l'enfant, et puis les couples lesbiens, hein, qui adoptent des enfants ou qui ont recours à la PMA et qui sont de merveilleuses mamans, ou en tous les cas qui font exactement les mêmes erreurs et qui ont les mêmes qualités que n'importe quel autre parent. Donc on appréciera ces propos vraiment d'un autre temps. Et qu'il est bon d'avoir aussi un père. Alors, là encore, sans tomber forcément dans une espèce de freudisme caricatural. Non, non, ça ressemble pas. Ce que Freud m'a aidé à comprendre, c'est que pour élever un enfant, bien sûr qu'il faut de l'amour, mais l'amour n'a jamais suffi à aimer un enfant. Il faut aussi la loi, comme dit Freud. Une partie. Voilà. Et donc, d'après lui, c'est le père qui transmet la loi. Pourquoi je vous montre ça? Ça peut paraître un peu anodin. Ce type-là, moi, je le connaissais même pas avant qu'on me parle de lui sur Twitter. Je vous en parle parce que c'est quelqu'un de médiatique, c'est une figure d'autorité, c'est quelqu'un qui représente la gauche, et ça me désespère. Ça me désespère complètement. On a besoin de philosophes contemporains, on a besoin de figures d'autorité, quelles qu'elles soient sociologues, qu'elles soient politiciennes, qu'elles soient sportives, qu'elles soient acteurs, actrices, peu importe. On a besoin de figures d'autorité qui comprennent en fait les mécanismes de domination. Et c'est désespérant de se dire que des personnes qui se disent à gauche comme ça, qui se disent se revendiquer du léninisme, du trotskisme, soient complètement à côté des rapports de domination. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, mais vous allez voir que quand on parle de figures d'autorité dont on a besoin, vous allez voir qu'il y a un lien avec ChatGPT dont je vais vous parler. J'ai choisi de prendre pour exemple l'affaire qui touche actuellement Noël Le Graët à la Fédération française de football. En quelques mots, et pour rappel, Noël Le Graët, il est accusé d'agression sexuelle, il est accusé de propos sexistes, il est accusé de harcèlement sexuel, il est accusé également, suite à une enquête de Romain Molina, d'avoir été au courant pendant des années de faits de pédocriminalité dans les formations d'arbitres, dans les centres de formation, de pédocriminalité sur des jeunes garçons, sur des jeunes filles, d'avoir su, de ne jamais les avoir dénoncés, de ne jamais les avoir virés, il les a laissés en poste pendant des années, donc il est quand même accusé de tout ça. Ça fait à peu près 3-4 mois qu'on le sait, il y avait des rumeurs quand même depuis bien longtemps par rapport à ça, mais ça, il y a une enquête qui est très solide, qui est sortie, avec des témoins, etc. Et c'est resté lettre morte. Dans le grand public, en tous les cas, on n'en a pas fait un grand cas, on n'en a pas fait un état de fait important. Mais alors par contre, le jour où Noël Le Graët a osé dire qu'il n'avait même pas appelé Zinedine Zidane pour prendre la succession de l'équipe de France et qu'il ne lui aurait même pas répondu, alors là, tweet de Kylian Mbappé pour dire hey, on manque pas de respect à la légende, et là, tout s'est enchaîné. Et là, il a été un peu mis en retrait de la Fédération française de football, il est toujours pas viré, il est simplement mis en retrait. Et donc voilà, c'est quand même assez inquiétant de se dire que la raison pour laquelle on l'a mis en retrait, ou en tout cas l'événement qui fait qu'il a été mis en retrait, c'est le fait qu'il ait osé toucher, oh là là mon Dieu, à l'idole des Français, Zinedine Zidane, les femmes et les enfants après, hein, Zinedine Zidane d'abord. Et donc voilà, c'est là que je disais qu'on a besoin de figures d'autorité aussi dans le milieu du sport, pour qu'en fait on soit capable de s'offusquer non pas du fait que Noël Le Graët ait manqué de respect à un ancien footballeur, qu'est-ce qu'on en a à faire, mais parce que Noël Le Graët en fait il est accusé de toutes ces choses-là. On a besoin absolument
de ces figures d'autorité pour nous aider à lutter contre le sexisme au quotidien. Et du coup, ma réflexion, c'était de me dire, mais en fait, il y a beaucoup de réflexions par rapport à ChatGPT actuellement, quel avenir ça va avoir sur le journalisme, et je me suis dit, mais quel avenir ça va avoir sur le militantisme? Et bah écoutez, je l'ai mis à l'épreuve, hein, ChatGPT, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. ChatGPT, donc c'est un service, vous voyez, qui n'est pas connecté à Wikipédia ou à Google, il ne va pas vous chercher des informations, il va pas essayer de répondre de la façon correcte à votre question. Si vous avez une question à lui poser, il va utiliser un modèle prédictif, il va essayer de prévoir les mots les plus probables qui doivent sortir les uns après les autres, un petit peu comme vos applications SMS. Il faut que je parle un peu plus doucement, je vous prie de m'excuser, vous propose des mots quand vous commencez à taper un SMS. Et donc, voilà 3 questions que j'ai posées à ChatGPT. La première, c'est quelles sont les accusations qui pèsent sur Noël Le Graët? Réponse de ChatGPT, il n'y a pas de preuves concrètes ou d'accusations publiques spécifiques pesant sur Noël Le Graët. Donc là, on voit complètement à côté de la plaque, hein, évidemment. Mais encore une fois, il n'est pas connecté à Internet, c'est un modèle prédictif. On nous dit que c'est un homme d'affaires, un homme politique français qui a été élu président de la FFF en 2011. Il a exercé sa fonction jusqu'à ce jour. Non, puisqu'il a été mis en retrait d'ailleurs récemment. Il est possible qu'il ait été critiqué ou accusé de certaines choses dans le passé, mais sans plus d'informations sur les accusations spécifiques, il est difficile de répondre à cette question. Donc, autre question que je lui pose, par rapport aux accusations qui pèsent quand même, c'est faut-il croire les accusations qui pèsent sur Noël Le Graët? Alors, on se rappelle que là, il vient de nous expliquer qu'il n'y avait pas d'accusation sur Noël Le Graët actuellement. Donc je demande quand même, est-ce qu'il faut croire les accusations qui pèsent sur lui? Il nous rappelle, il est important de se rappeler que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle soit reconnue coupable par un tribunal. Donc là, on a les discours vraiment classiques qu'on retrouve sur les personnes qui ne se mouillent jamais sur les affaires qui peuvent éclater. Il est donc important de ne pas préjuger la culpabilité de Monsieur Le Graët ou de quiconque avant qu'une enquête ou un procès ne soit mené. Il est également important de se rappeler que les allégations ne sont pas des preuves de culpabilité. On est au courant, oui merci. Il est donc important de respecter le processus judiciaire et de ne pas se baser sur des allégations pour former une opinion sur l'innocence ou la culpabilité de quiconque. Et là, on voit qu'il n'y a aucun mot sur les victimes présumées, qu'il n'y a aucun mot sur le fait que les fausses accusations sont tellement rares, tellement rarissimes, voilà, qu'en réalité, la première personne à être présumée innocente, c'est quand même la victime. Elle est a priori innocente. A priori, il n'y a pas de raison de suspecter qu'elle mente. La présomption d'innocence s'applique aussi à elle. Il n'y a pas de rappel par rapport à ça. Ces 2 premières questions, elles nous montrent quand même que dans le milieu du militantisme, en fait, ChatGPT, il ne va pas changer grand-chose. Il ne va pas nous faire énormément d'ombre, ça se mouille pas, c'est extrêmement factuel et en plus c'est faux, d'accord, les faits rappelés sont faux. Donc c'est quand même intéressant de mettre à l'épreuve ce genre de truc par rapport au militantisme et à nos positions. Et je lui ai quand même posé la question suivante, elle est un petit peu plus complexe, mais vous verrez qu'il s'en sort très bien hein, au niveau de la syntaxe. Je lui ai dit pourquoi les propos de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane ont plus choqué que les accusations qui pèsent sur lui. Et ChatGPT qui répond, il est possible que les propos de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane aient choqué les gens car ils ont été perçus comme étant désobligeants et irrespectueux envers un joueur de football très respecté et aimé. Oh chouchou. Les accusations qui pèsent sur lui, maintenant visiblement il y en a. Alors pourquoi là il me dit qu'il y en a? C'est parce que là en fait j'affirme qu'il y a des accusations. Vous voyez ce que je veux dire? Là ça a plus choqué que les accusations qui pèsent sur lui, ça n'est plus une question. Donc là il considère que les accusations sont vraies. Encore une fois, c'est une application qui va vous proposer un modèle prédictif de texte. Les accusations qui pèsent sur lui pourraient avoir moins d'impact car elles sont plus liées à des problèmes juridiques ou financiers plutôt qu'à une question de respect et d'admiration envers une personnalité publique. Intéressant. Intéressant et finalement pas du tout inquiétant quand on y pense. Pas du tout inquiétant parce que, vous voyez bien, en termes de militantisme, ChatGPT peut rien. Il peut rien faire, il peut rien proposer de concret, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, voilà, il n'a pas accès à l'information. Étant donné qu'il n'a pas accès à l'information, il ne peut pas proposer d'analyse critique, d'analyse militante sur quoi que ce soit. Donc voilà, je voulais simplement faire cette petite parenthèse, on n'est pas du tout inquiet. Allez, j'ai... Voilà, deux, trois petits courriers du cœur à vous lire. Donc là, j'ai Mike qui nous dit « Gros soutien à MJ, il y en a marre de ces fausses accusations qui détruisent des carrières. » Alors, Mike, si tu regardes cette vidéo, est-ce que tu pourrais nous mettre dans les commentaires un exemple d'une fausse accusation, prouvée comme étant une fausse accusation, parce que ces 10 dernières années, il n'y en a pas eu tant que ça, je n'ai même pas d'exemple qui me viennent en tête. Et deuxièmement, de carrières qui ont été détruites après une accusation. Hein, j'aimerais que tu nous cites ça. Nelly B qui nous dit « Je trouve ta vidéo intéressante, mais je regrette un parti pris évident. Tu dis au début que tu parles de victimes présumées et d'accusés présumés, ce que j'ai fait pendant toute la vidéo, c'était au sujet de Léo Grasset, mais ce n'est pas ce que tu fais durant ta vidéo. Tu abordes chaque passage sous le prisme de « il est coupable ». Non, pas du tout, en fait j'ai abordé la vidéo sous le prisme de sa défense. Je me suis dit voilà comment il se défend, et voilà ce qu'on peut interpréter de sa défense. Et j'ai trouvé certains éléments de sa défense problématiques. Il est hors de question pour moi de le juger à la place d'un juge, bien évidemment, n'empêche qu'on a le droit de prendre sa défense qui était
c'est une défense publique, et de dire, dans sa défense, il y a des choses qui sont quand même inquiétantes. Superbean qui me dit, ça va être chaud le féminisme LGBTQ machin, dont je ne me revendique absolument pas d'ailleurs, quand le monde sera devenu comme Mad Max, Walking Dead. Bon, ça, c'est un petit peu des paniques morales de mascu. 25 € la baguette, je prie pour toi le fou allié, c'est très gentil pour tes prières, mais je suis totalement athée. Velconsella, qui a un peu fait parler de lui sur les réseaux sociaux récemment, j'ai 2 commentaires, qui nous dit j'ai visionné 5 minutes avant de passer à la conclusion. Déjà, c'est pas mal, hein. Si tu veux poster un commentaire, où tu exiges d'ailleurs de ma part des réponses, et où tu me parles avec beaucoup de mépris dans les commentaires suivants, voilà, tu suis mon propos depuis le début. Je suis dans le regret de vous dire que vos propos n'ont aucun sens, vous ne connaissez rien à la séduction. Voilà, c'était par rapport à la vidéo récente que j'ai fait le 31 décembre ou le 1er janvier sur Balance le jus, là, vous savez, le truc des coachs en séduction, des pick-up artistes, assez lamentable. Vous placez les termes sexisme et misogynie n'importe où, et n'importe quand, comme des mots fétiches que vous aimez brandir. Non, j'aime pas spécialement les brandir, c'est même triste de devoir les brandir. Vous n'expliquez pas le rapport entre ces mots et sur quoi vous les apposez, je ne fais que ça sur cette chaîne depuis 2 ans. Vous critiquez à l'emporte-pièce tout ce qui peut contrarier votre vision des rapports hommes-femmes sans apporter les précisions, les explications et les arguments nécessaires. Velconsella, si tu ne regardes que 5 minutes d'une vidéo qui en fait 30, oui, tu passes à côté de tous les arguments, parce que je ne sais pas si tu as déjà été au lycée, enfin je pense que oui, mais en fait la dernière partie d'une vidéo, la dernière partie d'un texte, c'est la conclusion. Les arguments, ils sont avant, et puis ensuite on conclut sur la démonstration. Ce que vous appelez incel n'est pas un courant de pensée, c'est un fait, une réalité, que vous vouliez la voir ou non. Bien sûr que c'est un courant de pensée, hein. Il y a des écrits incel, il y a des coachs qui se revendiquent incel. Si une culture violente se développe autour de la culture incel, donc, elle est souvent la réponse aux violences que la société et que les femmes exercent sur les personnes incel. Non mais là on rêve quoi. C'est-à-dire qu'en fait vous êtes en train de reprocher aux femmes de se défendre des incels. Donc de ces mecs qui suivent ces formations, qui suivent des vidéos de pick-up artistes, qui vont dans les rues, qui mettent des mains au cul aux filles dans les rues, donc ça s'appelle une agression sexuelle, qui les force à les embrasser, ça s'appelle encore une agression sexuelle, et en fait c'est les femmes qui sont violentes. Et vous vous dites pro-féministe en plus sur les réseaux sociaux, et vous suivez des féministes radicales, des féministes matérialistes. Non, un peu de sérieux. Vous qui êtes tellement antisexiste et porté sur le respect des femmes, j'imagine que vous séduisez avec une grande facilité. À l'occasion, il faudra que vous nous détailliez l'étendue de vos conquêtes, ça pourrait être intéressant. Ah là là, mais c'est lamentable en plus comme attaque. Et puis là, de ce côté-là, pour le coup, je suis plutôt bien dans ma peau. En attendant, c'est quand même étrange que les plus gros baisers sont justement ceux qui suivent ces conseils de coach en séduction. Non, mais très sincèrement, c'est un objectif de vie, ça? C'est un objectif de vie d'enchaîner des conquêtes? De ne pas connecter avec quelqu'un, de pas tomber amoureux? Je devrais être admiratif du fait qu'il y a des gens qui, soi-disant, enchaînent les relations sexuelles avec différentes femmes. Et puis, vraiment, vous pensez très sincèrement, un mec qui se dit pro-féministe, mais j'ai mal au cœur, que les conseils qu'on peut retrouver dans ces trucs de coach en séduction de Stéphane Edouard et compagnie aide à la séduction entre les femmes et les hommes, mais c'est des trucs qui sont d'un autre temps. Prenez juste le temps de jeter un œil au tableau de chasse de ces coachs, mais c'est lamentable d'écrire des choses comme ça, il y a des enseignements à en tirer, non, il n'y a aucun enseignement à en tirer, si ce n'est qu'ils se mettent dans des rapports de domination avec des femmes, et que ça ne me surprend pas que ces rapports de domination, qui sont des rapports de violence, parfois ils aboutissent, mais ce ne sont pas des relations dans ce cas-là. Ce ne sont pas des relations, ils deviennent agresseurs et ils ont des victimes, d'accord, c'est pas des relations. À l'instar des racistes antiracistes et des fascistes antifascistes, ça y est, on y est, vous êtes le parfait sexiste que vous prétendez dénoncer, votre misandrie est incroyable. Petit rappel, la misandrie, c'est un petit truc qui va nous vexer, nous les hommes, la misogynie, ça tue des femmes en France, plus de 200 chaque année. Que vous aimiez vous castrer en public est une chose, mais sachez qu'il existe des hommes qui aiment être respectés pour ce qu'ils sont, soit des porteurs de couilles, on est dans le mascu total, comment ce mec-là peut penser être pro-féministe ? Votre idéologie pernicieuse se base sur un postulat parfaitement erroné. En effet, les hommes ne sont pas comme les femmes, ça c'est vrai. Un enfant de 5 ans le comprend sans problème, vous, non. Non mais merci, j'ai pas besoin de cours de biologie par rapport à ça. Donc les hommes, être respectés pour ce qu'ils sont, soit des porteurs de couilles. Moi, j'aime être respecté pour mes valeurs. J'aime être respecté parce que j'essaye toujours d'être vertueux dans ma vie. J'essaye de prendre des bonnes décisions, j'essaye de respecter les gens, j'essaye de ne jamais me montrer agressif même quand je me sens en colère. J'essaye, de me contrôler. J'essaye d'écouter ce que les personnes qui sont en situation difficile, en situation parfois de domination, à cause de la domination masculine, à cause de la bourgeoisie, à cause de tout ce que vous voulez, ont à me dire, j'essaye de les écouter, j'essaye de prendre leurs paroles et de comprendre ce que ces personnes ont à me dire et de comment je peux me changer moi, pour que moi, en tant qu'homme, blanc, bourgeois, je ne reproduise pas cette violence. Et puis un autre petit commentaire qui me dit, j'ai regardé une partie de votre vidéo, décidément c'est une manie. Vous omettez que depuis de nombreuses années, un nombre croissant de femmes portent plainte. Ah oui, ça c'était sur la vidéo sur... il réagissait à Bastien Vivès, à la façon dont la presse traitait les affaires Norman, Adrien Quatennens et Bastien Vivès.
Donc elle porte plainte et qu'un nombre croissant d'autorités policières et de justice accorde plus de crédit à ces dites plaintes. Ah bon, alors pour l'instant ça ne se vérifie pas dans les chiffres, ma chère amie. Cette réalité est à même de remettre en question l'idée d'une augmentation de violence faite à l'encontre des femmes. Et pourtant, on a des chiffres qui sont très précis qui montrent qu'il y a eu une augmentation rien que post-confinement. Entre le confinement et la sortie du confinement, il y a eu une augmentation des violences en 2020 et en 2021. D'autant plus qu'avec l'invasion médiatique de discours sur la violence faite aux femmes, et ce depuis de nombreuses années, comment expliquer une hausse de ces violences ? Une hausse de ces violences, on a pas mal de raisons qui permettent d'expliquer ça. Le fait que malgré les mouvements MeToo, il n'y ait pas eu de vague de condamnation, donc ça a encore plus légitimité la sensation de toute puissance des hommes. Le fait qu'on ait des personnalités publiques, de plus en plus, accusées d'agression sexuelle, qui ne sont pas condamnées, tout ça, ça légitime la violence masculine, puisque les hommes se disent, de toute façon, on n'est pas condamné. Les chiffres que vous citez prennent uniquement en compte les violences physiques et donc sexuelles. Elles omettent les violences psychologiques. Alors si on prenait en compte les violences psychologiques, elles seraient en plus de ça... Alors attendez, j'ai la source. Hop là. Et voilà, dans Violence conjugale, un défi pour la parentalité, ils ont un chapitre sur les violences psychologiques. Les conclusions sont donc faussées. Non, en fait, c'est vous qui avez des certitudes, Weltanschauung, qui sont basées uniquement sur vos impressions, vos intuitions. L'exception faite aux violences psychologiques est le cas du harcèlement sexuel, qui est une caractéristique très masculine, car notamment liée aux besoins reproductifs de l'homme. Oh là là. Et donc les femmes n'ont pas de besoins reproductifs. Vous vous rendez compte, C'est-à-dire qu'en plus de ça, ces propos-là vont à l'encontre d'une science avec laquelle moi je suis un petit peu méfiant, qui est la biologie de l'évolution, qui tend à penser qu'au contraire, le besoin reproductif, il est plutôt caractéristique aux femmes qui ont un compte à rebours avec une perte, mois après mois, des ovules. Bon, je suis très, très prudent par rapport à ces propos-là. Mais bon, vous voyez, de toute façon, ça va à l'encontre de tout, quoi. Donc les hommes ont des besoins reproductifs, oui, bien sûr. Cela démontre que notre perception actuelle des violences au sein du couple est partisane. Nous avons tendance à les voir lorsque la femme les a subies, mais nous les voyons moins quand l'homme en est victime. Et figurez-vous que ça également, c'est faux. On a des chiffres. On sait que quand un homme est victime de violences conjugales de la part d'une femme, les condamnations de la femme sont plus systématiques et elles sont plus strictes, elles sont plus violentes, elles sont plus sévères. De même, la violence physique est l'apanage des hommes. Il est plus fort, donc plus enclin à recourir à la violence. Je ne connais aucune société humaine où les femmes étaient plus violentes physiquement que les hommes. Je suis certain, absolument certain, qu'il y a beaucoup de femmes qui pourront donner des contre-exemples dans les commentaires. Mais en fait, là, encore une fois, vous confondez un attribut physique, physiologique, qui est qu'effectivement, il y a 20% de masse musculaire développée en plus chez les hommes, et la violence. Ça n'a rien à voir. Le fait d'être fort ne veut pas dire avoir recours à la violence. Et c'est très inquiétant que vous pensiez ce genre de choses, que vous pensiez que c'est normal d'être violent parce qu'on est naturellement plus fort. Je remarque que l'article que vous citez en début de vidéo parle tantôt de victimes, tantôt de mise en cause, si bien qu'on ne sait pas si ces statistiques désignent des dépôts de plainte ou des cas de violence reconnus. L'un et l'autre sont évidemment très différents, bien sûr, et l'article en l'occurrence parle exactement des deux, des dépôts de plainte, du très faible nombre de dépôts de plainte qui vont devant un juge, et du très faible de ces affaires qui passent devant le juge, qui aboutissent à un jugement en faveur de la victime de violence conjugale. Maintenant, ce que disent les juges, et ça je suis très bien placé pour pouvoir vous en parler, ça n'est pas qu'il n'y a pas eu de violence conjugale, c'est que s'il n'y a pas de preuves suffisantes, on ne peut pas condamner, c'est pas la même chose. Vous êtes à côté de tout. Sachez aussi qu'il est extrêmement difficile de faire valoir une fausse accusation auprès de la justice. Dans ce type de cas, l'issue est au mieux un non-lieu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous faites le constat inverse de ce que les chiffres montrent. Si la part des étrangers mis en cause est globalement supérieure à celle des étrangers venus en France, on retrouve cette proportion parmi les victimes. Ces chiffres montrent donc que les étrangers sur le sol français commettent plus d'infractions à caractère sexuel que les Français. Ce n'est pas un argument raciste, c'est un constat réaliste. En tout cas, ça va à l'encontre... Déjà, on n'a pas de statistiques ethniques précises en France, donc on ne peut pas l'affirmer. Et puis ça va à l'encontre total de ce que mes amis, qui pour le coup sont juges, aux affaires familiales, jugent ce genre de choses, me disent de ce qu'elles constatent au tribunal. Par rapport à l'affaire normale, la Québécoise dont vous parlez a fait mention de manipulation et non de viol. Non, figurez-vous qu'elle a parlé d'agression sexuelle et de viol. Vos propos pourraient donc s'apparenter à de la diffamation. Non, c'est vous qui ne connaissez pas l'affaire. Vous semblez être complètement parti pris dans le mouvement féminisme victimaire. Vous pensez que ça les amuse, Weltanschauung, les femmes, d'être victimes de la domination masculine? Vous pensez que les 200 féminicides par an, ça les amuse, que les 250 000 agressions sexuelles ou viols annuels, c'est quelque chose qui les amuse, que c'est victimaire, qu'elles se plaisent dans ce rôle-là? Est-ce que vous vous rendez compte de votre violence? Ça vous porte à traiter des personnes accusées sans preuve comme si elles étaient coupables? Non, ça n'est pas ce que je fais, ce qui est très préjudiciable, mais ça n'est pas ce que je fais. Je rappelle des chiffres. Je rappelle que les fausses accusations sont très rares. J'analyse la défense des agresseurs présumés, qui en général sont des défenses dans lesquelles ils ne se dédouanent pas, au contraire, ils légitiment leur violence et leurs agressions dans leur défense. C'est ça qui est intéressant quand on lit les réactions de ces agresseurs présumés.
Vous inversez totalement la teneur des articles diffamatoires rédigés sur Norman en le présentant empathique sur son cas alors qu'ils ne font que le dénigrer. Est-ce que vous vous en rendez compte? Mais en fait, quand il y a un article sur un agresseur présumé, il n'y a pas à le défendre, en fait, il n'y a pas à être empathique. Je note aussi que vous sélectionnez le cas particulier pour en faire une généralité, mais pas du tout. C'est pas ce que je fais. Je dis bien au début de la vidéo que je prends des exemples dans la presse de la façon dont ces cas sont traités. Je dis pas que toute la presse fait ça, je prends des exemples pour expliquer que. Vous parlez beaucoup de violence, mais vous parlez aussi de légalité lorsque vous condamnez les dessins de Bastien Vivès. Si je comprends votre logique, il faudrait interdire les représentations des scènes sexuelles impliquant des personnes mineures, car elles seraient une promotion de la pédocriminalité. Mais libre à vous, Belcancella, de considérer que c'est normal de représenter la pédocriminalité, mais c'est la loi, ce sont les textes de loi. Je vous avais envoyé un lien pour que vous puissiez aller le constater, mais vous n'en avez rien à faire, je le sais. Et il se trouve que Bastien Vivès, justement, avec son éditeur, ils sont actuellement attaqués, justement pour représentation d'images de pédopornographie, parce que c'est interdit par la loi, y compris sous forme de dessin. Et il nous dit, si c'est le cas, il faudrait aussi censurer les productions filmiques, picturales ou littéraires qui représentent des personnes s'entretuant, car elles seraient promotionnelles du meurtre. Non, vous voyez, vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est vraiment... ça, c'est lamentable, que c'est même pas un argument. Il faudrait censurer toute mise en scène d'un larcin, blablabla. Et il termine par « Vous m'avez l'air de bonne foi, je pense que vous n'aurez pas de problème à discuter avec moi des quelques points que je soulève ici. C'est chose faite, mais je ne vous dois absolument rien. » Voilà. On a besoin de personnalités publiques, on a besoin de figures d'autorité qui prennent la parole intelligemment sur ces sujets-là, qui soient mieux formés, qui acceptent de se faire former. Il y a des formations aujourd'hui par rapport à ça pour bien comprendre les rapports de domination. Et on a besoin de plus d'hommes là. Vous voyez, là, les mecs qui suivent ma chaîne, quand vous tombez sur des commentaires comme ça, il faut répondre. Remettez à la place les personnes qui écrivent ce genre de bêtises, quoi. Voilà, écoutez, j'espère que cette courte vidéo vous a plu, 26 minutes quand même. Je vous souhaite de prendre soin de vous. N'hésitez pas à me donner votre avis, pas forcément sur les commentaires, mais voilà, sur ce philosophe absolument brillant qu'on a entendu et sur ce que vous imaginez être le futur de ChatGPT. C'est sûr que si vous voulez créer un site qui produise que du contenu, vous pouvez utiliser ChatGPT, mais dans le militantisme, on va pas être très inquiété par rapport à ça. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Pensez à vous abonner si vous aimez ce type de contenu, et je vous dis à bientôt. Bye.